monde. 5 lignes de code en serverless. Alors j'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes prêts pour une conf qui va parler code. Ça va? Ça va bien nous réveiller. Alors moi je suis Wassel Al-Azhar, un architecte chez Octo Technologies, encore un, et je fais partie de la meilleure équipe d'Octo, l'équipe Event Centric Architecture, dont je suis le leader. Et aujourd'hui, ce que je vous propose une immersion dans le monde fabuleux du serverless. Je vais vous raconter une histoire après. On va commencer simple, et puis après, donc là, on va commencer simple avec une implémentation que vous pouvez trouver dans ce repo GitHub. Et puis après, au fur et à mesure, on va faire évoluer cette implémentation. Donc là, on va la faire évoluer au fur et à mesure qu'il y a des contraintes qui vont s'imposer à nous. Et donc là, à chaque étape, ce qu'on va essayer de faire, c'est de cuisiner la soupe du serverless dans de vieux pots de design pattern. Alors ça va être dense, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Moi, mon objectif, c'est un peu de démystifier tout le jargon des cloud providers et un peu de jargon d'architecte aussi. OK ? Eh bien, c'est parti. On est en 2024. Le serverless, j'avais regardé juste avant, on en parle depuis à peu près en 2014. C'était Amazon, l'AWS Lambda, qui date de 2014, qui a un peu popularisé ce terme serverless. Et depuis, on en a fait des choses avec le serverless. On a fait plein de systèmes en prod, plein de legacy aussi. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord qu'on prenne un peu de temps pour revenir sur ce que c'est que le serverless. Alors déjà, dans la salle, je vais vous demander qui pense vraiment savoir ce que veut dire le serverless. OK. Alors, qui n'a aucune idée de ce que veut dire le serverless? Oh, ça va, c'est bien. Cool. Eh bien, le serverless, comme tout terme marketing, ça reste ambigu. En vrai, je n'ai pas vraiment réussi à comprendre moi-même ce que veut dire. J'ai quand même trouvé une définition qui est pas mal, toujours chez Amazon, et qui définit le serverless comme un ensemble de technologies qui vont permettre d'exécuter du code, de gérer des données, d'intégrer des applications entre elles, sans avoir à gérer les serveurs qui est en dessous. En gros, donnez-moi des codes, donnez-moi du code à exécuter, donnez-moi les applications à intégrer, je m'occupe de tout. Et là, en faisant ça, on va même avoir accès à des choses qui sont compliquées à faire, de la scalabilité automatique, de la haute dispo, et toutes les offres serverless, ou presque, bénéficient d'une facturation à l'usage, ce qui va vous permettre de faire aussi des économies de coûts. Et aussi, l'une des grandes promesses aussi, c'est d'aller très vite. Alors, si ça vous semble très compliqué, j'ai une autre proposition. Donc là, dans ce paysage, on va avoir toute une panoplie d'offres, du function as a service, du platform as a service, du container as a service, backend as a service, stockage, données as a service, intégration as a service, plein de trucs as a service. Moi, ma définition, ça reste ça. C'est le cloud sans se prendre la tête avec les VM et Kubernetes. Si ça vous va, parfait. Eh bien, donc là, dans la suite de cette présentation, c'est comme ça que je vais me définir le serverless. Et derrière, c'est quoi la promesse? Eh bien, toujours selon AWS, je cherche des sources, il y en a 4 fondamentales. D'abord, c'est les coûts. Faire une économie de coûts. Faire du serverless, ça va vous aider à payer moins cher, parce que vous payez à l'usage. Ça va permettre à vos équipes d'être plus productifs, parce qu'ils ne vont pas s'occuper à des choses qui sont compliquées. Et d'ailleurs, ces choses compliquées, on vous les offre as a service. Donc là, voilà, vous allez avoir rapidement des applications prod-ready, résilients, sans avoir à vous soucier de ce qui est derrière. Et enfin, quand vous faites du serverless, vous pouvez aller vite. Vous pouvez livrer de la fonctionnalité, faire du business plus rapidement. Ce n'est pas complètement faux. Quand on pose la question à nos clients, ceux qui en faisaient depuis un moment, eh bien, ils s'accordent à dire quand même, ce qu'on aime bien dans le serverless, eh bien, c'est que ça nous permet de commencer, d'aller vite en production sans se poser trop de questions. Ça ne nous coûte pas trop cher au début. Et puis, ça permet aussi à nos équipes d'être productifs et d'aller plus loin. Ils terminent souvent leur phrase. On n'a pas trop à se poser de questions jusqu'à ce qu'on en ait partout. Et quand on en a partout,
eh ben, ça finit par nous coûter parfois plus cher et nos équipes commencent à avoir des difficultés avec. Ouais, c'est comme une sorte de paradoxe de Jevons des temps modernes. Ouais, je vous lance du jargon, je commence. Alors, le paradoxe de Jevons, ce qu'il dit, c'est que quand il y a une avancée technologique qui va augmenter l'efficacité d'une ressource, on pourrait se dire que, eh bien, ça va permettre de consommer moins. Mais en fait, la technologie va permettre à cette ressource d'être tellement efficace qu'in fine, on va en consommer plus et globalement, eh bien, la consommation elle va augmenter au lieu de baisser. Alors, pour comprendre cette mécanique, je vais vous raconter une histoire. L'histoire des 5 lignes de code que je vous ai promis. Alors, les 5 lignes de code dans serverless, c'est l'histoire d'un développeur, un développeur qui veut bien faire les choses. Développeur qui travaille pour une compagnie de réservation de chambres d'hôtel. Et face à lui, il a un cloud provider moderne qui a un service pour tout. Alors notre développeur, comme tous les développeurs, il sait écrire des scripts. Il sait faire des scripts, des instructions les unes après les autres. Et notre cloud provider, il dit, j'ai un service pour toi. Tu peux faire ton script dans une cloud function ou une lambda, selon la couleur de votre cloud provider à qui vous êtes habitué. Eh bien, c'est parti, ils vont faire ça, et notre système, ça va ressembler à ça au début. Rien de plus simple. Donc, voilà, on va avoir la fonction de réservation de chambre d'hôtel qui va être exposée comme web service HTTP. Et derrière, eh bien, une fois qu'on va confirmer une réservation, ça va l'enregistrer dans une base de données. Et ce service ici, il va communiquer avec des services externes pour l'envoi de mails et du paiement. Le script de notre développeur, il ressemble à ça. Et donc là, ce que fait ce script, c'est d'abord, il va déchiffrer le message qu'on reçoit. Puis après, il va vérifier que le plan tarifaire qui a été choisi pour la réservation est toujours possible. Après ça, il va vérifier le moyen de paiement, il va le valider. Et derrière, il va réserver la chambre à partir de ce moment-là. Et à la fin, il envoie la confirmation de réservation par mail. Pour mettre ça en prod, le cloud provider nous dit, vous rajoutez ces 2 lignes de code, il va y avoir de la magie, et vous êtes en prod ready sur le cloud. Eh bien, c'est super. Et en faisant ça, on va avoir toute la chaîne de valeur. Alors, ça s'appelle une Wordley Map. Je sais que vous ne voyez rien. Ne vous inquiétez pas. À la fin, vous allez avoir une keynote incroyable qui va vous expliquer comment faire des Wordley Maps. Moi, ce que je veux dire avec ça, c'est que ce que ça permet de voir, si on essaie un peu de voir où est l'effort qui est mis par notre développeur dans cette cartographie de chaîne de valeur et ce que lui fournit le cloud provider, on va trouver à droite tout ce qui est commodité, tout ce qui est les as a service. On va trouver l'offre serverless qui va gérer en dessous toutes les ressources, le compute, les bases de données et tout ça. Et puis aussi, on va trouver d'autres partenaires comme pour l'envoi de mail et le paiement. Et donc là, en ayant externalisé ça, en consommant toutes ces commodités, ça laisse l'opportunité à nos développeurs de se concentrer sur ce qui compte le plus, qui est un peu corps métier. Là, dans notre histoire, c'est une compagnie de réservation de chambres d'hôtel. Ça va être ça ce que nos développeurs vont construire. Mais entre les deux, je vous ai dit que c'est un développeur qui se respecte, c'est un développeur qui aime bien faire les choses. Donc il ne fait pas du clic-clic sur la console. Donc là, pour déployer tout ça, il va y avoir du code d'automatisation. Et le code d'automatisation, ça va ressembler à ça. Donc là, on reste dans le même langage. Là, c'est du Python. Et ce qu'il va demander, il va demander au cloud provider, je veux une base de données de ce type-là, et je veux que mon code soit déployé dans cette fonction. Et avec ça, on peut déployer le code. Donc là, c'est ce qu'il faut pour ces 5 lignes de code pour qu'elles soient déployées. Et ça marche bien. Ça marche bien. Notre développeur, il envoie son script. Tout le monde est content. On ne se pose pas trop de questions. Ça ne nous coûte pas trop cher au début. Notre développeur, finalement, ce n'était pas si compliqué à mettre en place au tout début.
on a quand même un système qui tient un peu la route. C'est pas un POC, hein, c'est bien déployé. On a pas mal de choses qui sont administrables derrière. Et ça nous permet d'avoir de plus en plus de fonctionnalités. Et ça marche tellement bien qu'on livre de plus en plus de fonctionnalités. Et ça va vite. Ça marche tellement bien, eh bien, qu'on livre de plus en plus de fonctionnalités jusqu'au moment où on n'arrive plus à livrer. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors dans notre histoire, notre développeur, il se heurte à une première limitation de ce service. C'est la taille limite de l'artefact déployé. Voilà. Que veut dire ça? Et en fait, c'est la taille du code. Le cloud provider vous dit, bah, écoutez, est-ce que vous allez, donne-moi ton code, je l'exécute, moyennant des limitations. Et donc là, au fur et à mesure qu'il y a des fonctionnalités qui se rajoutent, on rajoute des librairies, bah, ça fait une certaine taille, bah, jusqu'au moment où on heurte cette limite-là, et là, on est coincé. Alors, je vous ai pris cette limite. En réalité, il y en a plein dans ce type de service. Donc là, notre développeur, il aurait pu rencontrer n'importe laquelle de celles-ci. Et quand on en arrive là, eh bien, généralement, on a le choix entre deux options. La première, c'est de payer plus. Parce que qui dit limitation, dit un plan tarifaire supérieur que notre cloud provider nous propose. On peut toujours passer sur du gold, sur du premium, du titanium. Voilà, on peut encore payer plus cher. Si on fait ça, eh bien, on peut commencer à s'éloigner d'une des premières promesses qui est la réduction des coûts. Bah, l'autre choix, c'est de le faire nous-mêmes. Et nous faire nous-mêmes, ça va nous amener aussi à un autre challenge, c'est que ça devienne de plus en plus compliqué. Alors, on va faire un peu du entre les deux. On va rester dans du serverless, on va essayer de prendre un autre service qui contourne cette limitation et qui nous fait un peu moins de travail, et qui nous coûte moins cher. OK? Alors, pour faire cette manœuvre, je vais appliquer une vieille recette connue de tous. Est-ce que vous connaissez le théorème fondamental de l'informatique? C'est ma traduction en français. Eh bien, ce que dit ce théorème, c'est que on peut résoudre n'importe quel problème en rajoutant un autre niveau d'indirection. Vous pouvez remplacer indirection par abstraction, par couche. En gros, ce que ça dit, c'est que quand vous êtes face à un problème, eh bien, vous rajoutez une couche. Vous mettez votre problème dedans. À l'extérieur de cette couche, on ne se soucie plus de ce problème. À l'intérieur de cette couche, on résout que ce problème. Okay? Et avec cette astuce, on résout tous les problèmes de l'informatique. Sauf le problème de quand il y en a trop. C'est ça ce que dit le théorème. Eh bien, la couche qu'on va rajouter, c'est le transaction script. C'est un nom pompeux, mais en réalité, tous les développeurs savent faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, si on revient à notre première version de code, on va essayer un peu de décortiquer ce qu'il y avait dedans. Donc on va avoir des instructions métiers qui vont être enterrées sous les dépendances du framework du cloud provider et le framework open source imposé par le framework du cloud provider. OK? Bon, ça nous limite. Hein. Si on nous laisse notre code comme ça, on ne peut rien changer. Hein. Donc ce qu'on va essayer de faire, eh bien, on prend ce code et on fait deux couches. Une couche, on va avoir que la transaction métier, indépendamment de toutes les dépendances, indépendamment de l'indépendance de notre cloud provider. Et de l'autre partie, on va avoir eh bien, un script, mais qui, lui, il va exprimer tous les besoins, toutes les dépendances à ce cloud provider, mais avec un minimum de métier. En faisant ça, il ne va pas y avoir de gros changements par rapport à notre architecture. Ce qu'on cherche à faire, c'est juste en fait de changer de logo. Avant, on était dans une cloud function. Là, maintenant, ce qu'on veut, c'est donner une image et dire à notre cloud, en fait, exécute-nous un conteneur. On ne gère toujours pas du Kubernetes derrière. OK? Très bien. Alors, donc là, on va voir notre script, notre transaction métier. Donc là, on voit que les lignes de notre métier. Et de l'autre côté, on va voir comment enlever tout ça. Alors la première chose, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut directement enlever la dépendance au framework du cloud provider. Donc là, ne se baser que sur le framework open source. Donc là, on a une dépendance en moins. Et rien que ça, ça fait du bien à notre développeur.
Parce que qui dit une dépendance de moins, ça dit des prises de tête en moins pour tout ce qui est gestion de compatibilité de versions entre elles. Ça dit aussi des spécificités de test du framework du cloud provider à gérer. Ça dit aussi un overhead pour la gestion de l'environnement local de développement en moins à gérer. Donc ça, notre développeur, il sourit. Et puis, tant qu'à faire, eh bien, il va même prendre un nouveau framework, Hype, tant qu'à faire, parce que là, il n'a plus la contrainte de son cloud provider. Mais lui, il ne le prend pas que pour la hype, c'est parce qu'il a vu des trucs raisonnables, n'est-ce pas? Un truc intéressant pour le métier, en fait, tout ça, hein, c'est pour ça qu'on change de framework. Hein. Et donc voilà, donc c'est ce qu'il va faire, et maintenant, il ne reste plus qu'à déployer. Alors pour déployer, notre code de déploiement, ça devient comme ça. OK? En vrai, si on a une loupe, c'est pas si compliqué que ça. On va regarder d'un peu plus près. En réalité, il n'y a pas une grande complexité rajoutée de manière significative, si ce n'est qu'on a une nouvelle couche. Donc là, maintenant, on a dit qu'on conteneurise, donc il va bien falloir dire comment on construit cette image. Et pareil, on construit la base de données comme avant. Et puis, maintenant, ce qu'on va dire, c'est au lieu de donner notre code pour exécuter une function, ce qu'on va donner, c'est une image pour exécuter un conteneur. Mais là, on a une image. Ça veut dire qu'on a une autre couche à gérer ici aussi, qui va être le registry. Très bien. Mais enfin, bon, une couche côté code applicatif, une couche côté code d'automatisation, ça reste gérable cette histoire, et ça marche. Ça marche, on est bien content. On est bien content, ça ne coûte pas très cher de faire cette petite manœuvre, et on y va vite, ça marche bien sans trop se poser de questions. Ça marche tellement bien qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la compagnie de réservation, son produit, il a eu du succès, on commence à avoir de plus en plus de réservations. Eh bien, elle a eu tellement de réservations, qu'elle en a de moins en moins. Je vous explique pourquoi. En réalité, c'est que, victime de son succès, notre transaction script il commence à poser problème. On commence à avoir des transactions qui prennent du temps pour s'exécuter et on commence à avoir des erreurs partielles. Et ça, eh bien, ça fâche nos utilisateurs finaux et ils finissent par ne plus réserver chez nous. Là, dans l'exemple, je vais vous expliquer de plus près ce qui s'est passé. Vous voyez, dans notre transaction, il y avait l'envoi de mail. Eh bien, notre produit il a tellement bien marché que notre partenaire il ne suit plus. Notre partenaire, il ne suit plus. Vous allez me dire, vous n'avez qu'à prendre un partenaire d'envoi de mail de 2024. Une rate limit, qui peut vous correspondre, ça peut se trouver. Eh bien oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Sauf qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. La réalité de plusieurs de nos clients, c'est que, on se retrouve malgré nous parfois coincé avec des partenaires, on doit composer avec. Et ça aussi, c'est le problème de notre développeur. Alors, comment faire face à ça? Parce que ça commence à nous coûter cher, cette histoire. Il faut agir. Là, pareil, on va voir ce que nous propose le cloud provider dans la galaxie du serverless pour résoudre ce problème-là. Et on va appliquer une astuce simple. On va en rajouter une couche. Ça marche à tous les coups. Et la couche qu'on va appliquer, c'est l'outbox pattern. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est raccourcir cette transaction. OK. On va d'abord finir la transaction de la réservation et puis après on envoie le mail. On s'en occupe plus tard. Comme ça, au moins, on enlève du chemin critique. Donc là, notre système, il va ressembler à ça. D'abord, notre API, elle va juste dialoguer avec le service de paiement. Et puis après, on va déclencher l'envoi de mail directement une fois qu'on a la réservation qui va être enregistrée dans notre base de données. Si vous n'avez pas vu la différence, je vous ai fait un avant et un après. C'est une histoire de flèche. Voilà, vous voyez la flèche qui était entre l'API et le service de mail. Alors maintenant, ça passe de la base de données directement qui va envoyer le mail. Alors comment on va faire ça? Alors, ce qu'on va faire ça, c'est d'abord on enlève la ligne de code d'envoi de mail. Donc là, c'est exactement ce qu'on voulait enlever de la transaction. Super. Et puis après, il ne nous reste plus qu'à faire cette flèche-là, et ça tombe bien, parce que notre cloud provider, il a
un service pour ça. Il a un service qui te permet de déclencher des appels sur enregistrement de transactions dans la base de données. Super. Sauf que, il nous dit ça, vous pouvez le faire tant que vous restez chez nous. Si vous voulez faire des appels externes, je ne peux pas prendre cette garantie. Donc là, on est un peu coincé. Mais comme tout problème, il suffit de rajouter une couche. Alors, et pour faire ça, on fait comment? Eh bien, c'est simple. On va prendre le déclencheur de notre cloud provider et on va lui dire, écoutez, au lieu d'appeler externe, appelez une API chez nous. Donc là, on va faire une route qui va faire passe-plat au service de paiement. Donc là, en termes de code, c'est pas si compliqué que ça. Hein. En termes de code, on a une route place-plat à ajouter. Hein. Enfin, appeler une API, c'est pas si compliqué. Et puis après, on rajoute un trigger. Très bien. Mais ça, c'est uniquement parce qu'on était chez ce cloud provider. Hein. Le même service chez AWS, par exemple, ne se pose pas ces contraintes. Donc, en réalité, c'est juste pour dire que, en fonction du cloud provider, vous n'avez pas les mêmes contraintes. Vous n'avez pas la même implémentation du même pattern. Mais enfin bon, dans notre cas, on arrive à bricoler un truc, ça marche bien sans trop se poser de questions, on est en prod, ça livre, et ça marche tellement bien qu'on continue de rajouter des fonctionnalités. On continue de rajouter des fonctionnalités jusqu'à ce qu'on n'y arrive plus. Alors pourquoi cette fois on n'y arrive plus? Alors là, le cloud provider n'y est plus rien, pour rien. On n'arrive plus à rajouter de fonctionnalités parce que tout simplement, on a tellement complexifié le métier de pricing qu'à un certain moment, on s'est dit, notre développeur a dit, écoutez, moi j'y arrive plus. Entre les règles de réservation, les règles de pricing, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et comme tout problème, pour résoudre ce problème-là, on fait quoi? On rajoute une couche. Et là, cette fois, ce qu'on va faire, c'est une couche un peu organisationnelle. On va séparer le pricing de la réservation. OK? Et là, notre cloud provider a aussi des offres serverless qui peuvent nous aider. Et puis, on va utiliser un pattern qui va nous permettre de minimiser l'impact sur notre système existant qui est la réservation de chambres d'hôtel. Donc là, je vais le faire étape par étape. Donc là, notre système, il ressemble un peu à ça. Donc là, j'ai pris la liberté de simplifier la flèche d'en bas, mais vous avez compris. Donc là, on a l'API, la base de données. Bon, voilà, vous connaissez l'histoire. Et donc là, on dit ça, c'est notre système de réservation. Et puis après, tout ce qui est gestion de pricing et d'offres, ça va être un système à part. On va vous demander une seule chose. Dès qu'il y a une mise à jour sur les offres et sur le pricing, vous le publiez ici. Et puis, après, on va venir intégrer. Et là, on reste comme avant. Donc voilà, dès qu'il y a une mise à jour, on va venir mettre à jour la copie de notre système dans la réservation, et ça continue de marcher comme avant. Bien, pour faire ça, notre 5 lignes de code, notre transaction métier, il diminue. Enfin, on reste un peu comme avant. On check le pricing localement, on vérifie le paiement, puis après on enregistre la réservation. Et là maintenant, on a de renouveau une cloud function qui va permettre d'intégrer ces mises à jour de pricing. Et puis, pour faire ça, il va bien falloir le déployer. Bon, voilà, je ne pense pas que vous arrivez à lire, mais maintenant, je pense, quelques slides après, vous savez comment déployer une cloud function. Voilà. Donc, notre développeur aussi. Donc, il refait la même chose. Super. Et puis après, entre les deux, il y a ça. Il y a ce canal de messaging, de publication d'offres. Bon, alors ça, notre développeur dit, c'est pas moi qui vais le gérer, mais on va essayer de répondre à cette question plus tard, de qui va gérer ces systèmes de messagerie qui sont un peu entre les deux. Mais enfin bon, avec tous ces changements, on arrive à contourner le problème, tout le monde est content, ça marche bien, ça ne nous coûte pas plus cher en plus qu'avant, on s'en sort, jusqu'au moment où les règles de pricing changent. Donc là, notre marketing dit, ce que vous avez fait, c'est génial, et c'est tellement génial que maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller encore plus loin. On va faire de la tarification évolutive temps réel. Au fur et à mesure qu'il va y avoir des réservations, on va modifier le pricing. Ça veut dire que quand on va réserver, il faut voir la version du pricing à date.
Donc là, notre implémentation d'avant, elle commence à poser un problème. OK, ben, on va contourner ça et on va rajouter une couche. On va essayer d'appliquer ce pattern-là en serverless. Je vais vous dire ce que ce mot imprononçable de process manager qui a fait peur à beaucoup d'architectes auparavant, et moi compris, comment on peut le mettre en place aujourd'hui. Donc là, on a notre système de réservation, pareil, une API, une base de données. Donc là, aujourd'hui, il a un besoin de communiquer avec l'offre de pricing. Et ce qu'on va essayer de faire, eh bien, on va essayer d'orchestrer le workflow de la réservation, qui va intégrer la réservation avec le pricing. Et donc là, je vais essayer de vous lire ce qu'il y a dans ce workflow. Eh bien, on commence. D'abord, on va vérifier que le plan tarifaire qui a été choisi est toujours d'actualité. Après, on va valider le moyen de paiement. Puis après, on va créer la réservation. Et à la fin, on envoie un email de confirmation. Ça ressemble à notre 5 lignes de code du début, sauf que là, c'est une transaction distribuée, orchestrée par un moteur de transaction serverless. Alors là, quand je parle d'orchestration, ce n'est pas l'orchestration infra, c'est l'orchestration de traitement dans le monde de serverless. Ce n'est pas Kubernetes, on n'orchestre pas des containers, on n'orchestre pas des VM, on orchestre des traitements. Et donc du coup, lui nous donne un peu la capacité d'exécuter ces workflows un peu complexes. Alors maintenant, ce workflow, il va être déclenché quand? Eh bien, on va inverser la logique. Là, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle demande de réservation, on va l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on a confirmé la réservation, ça veut dire bien, on a bien reçu la demande de réservation, on la prend, on va la publier. Et après, à ce moment-là, ça va déclencher le workflow, et à la fin, ça revient, on confirme, et on va republier. Et donc là, on va avoir notre domaine de réservation qui va publier ces événements métiers. Au passage, eh bien, ça va intéresser aussi les offres qui vont, maintenant ils basculent dans un mode de tarification évolutive. Et ça intéresse aussi le housekeeping, parce que les réservations qui vont être confirmées, eh bien, ça va les aider à planifier les arrivées et à planifier les ménages dans les chambres. Ben, très bien. Et maintenant, une fois qu'on ait fait ça, eh bien, notre première transaction métier, il n'y a plus rien en fait. Il y a juste OK, on accepte, on enregistre en base. Et notre 5 lignes de code, ils sont devenus là. C'est de la configuration de workflow. Donc là, c'est notre cloud provider qui va exécuter ce workflow pour intégrer les différents systèmes pour faire face à ces différentes demandes. Et puis ça, on fait cette configuration et on va la déployer. Et une fois on a fait ça, il y a encore des questions qui se posent. C'est qui va être le owner de cette partie d'intégration? Alors on peut le faire comme on faisait avant, l'équipe flux, l'équipe intégration, on leur donne l'orchestrateur, on leur donne tout ce qui est middleware de messaging, et on centralise. Ça, c'est un modèle. C'est un modèle qui avait du mal à s'imposer comme l'état de l'art, pour être gentil, à une certaine époque. Et après, il y a d'autres modèles qui disent, écoutez, on va pousser l'ownership vers les équipes flux, les équipes stream aligned, pour reprendre les termes de team topologie, les équipes produits. Et là, quand on fait ça, donc là, on va avoir chaque équipe, elle va être l'owner de toutes les capabilités qui vont servir à son domaine métier. Ce qu'il faut distinguer, que là, aujourd'hui, si on va vers une offre serverless, eh bien, même pour la partie middleware, eh bien, on ne gère pas le système de messagerie. Donc là, on peut imaginer l'ownership qu'on va pousser à ces équipes-là, c'est l'ownership du canal de messagerie. Et donc là, la question d'ownership, c'est une question qui va être importante à se poser à ce moment-là. Mais la question la plus importante à se poser, c'est pas ça. La question la plus importante, c'est en avez-vous vraiment besoin? Parce que ce type d'architecture, ça reste quand même compliqué. Alors la barrière d'accès est beaucoup plus simple avec des offres serverless, mais derrière,
ça a beaucoup d'implications, que ce soit au niveau de l'organisation ou que ce soit aussi de la maîtrise du pattern d'architecture. Et c'est une question qu'il faut toujours se poser quand on a une technologie qui nous permet d'aller plus loin, plus vite. Et si on se pose ces questions-là en permanence, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une fin heureuse dans le serverless et que les développeurs peuvent vivre heureux avec leur cloud provider et déployer plus de fonctionnalités jusqu'à ce qu'on change de cloud provider. Mais ça, c'est le sujet d'un autre talk. Moi, aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est de 4 choses. La première, c'est que le serverless en 2024, c'est des catalogues d'offres à ne plus en finir. Des catalogues qui permettent d'aller très rapidement. Et ce qu'on voit, c'est que c'est des catalogues où, une fois qu'on commence à avoir l'accès, on peut en avoir partout. Et ça peut finir par nous coûter plus cher. Alors, c'est des catalogues étoffés, mais il y a des règles d'or qui ne changent pas, même avec l'avancée technologique. C'est qu'il ne faut pas commencer par le catalogue, il faut commencer par votre contexte, par votre besoin. La tarification évolutive en temps réel, vous n'avez peut-être pas besoin. Et là, et surtout aussi, c'est que si on part toujours, si on exprime nos besoins d'architecture avec les logos de cloud provider, eh bien ça va limiter le champ de possibles et ça va créer des contraintes. On l'a vu dans l'histoire de Flèche, mais en réalité, j'aurais pu la faire sur n'importe quel slide de nos étapes intermédiaires. Les 4 promesses de serverless qu'on a citées, qu'on a essayé d'avoir tout au long de notre histoire, ce n'est pas automatique. Et ce n'est pas le serverless qui va vous donner ça. Ce qui va vous donner ça, c'est de vous mettre d'accord déjà sur les couches que vous rajoutez, et qu'on exprime, qu'on soit aligné sur ça. Et ce qui va aussi vous donner ça, c'est une organisation efficace, c'est des bonnes pratiques de testing, de continuous delivery qui vont être masterisées par vos équipes. Et pour finir ce talk, c'est rester simple. Alors je sais que c'est pas simple de faire simple, mais à la fin, le défi que je vous lance à la fin de ce talk, c'est la prochaine fois que vous allez appliquer le théorème fondamental de l'informatique, et vous allez rajouter une couche. Essayez juste de voir s'il n'y a pas une autre couche à enlever, ça peut aussi résoudre quelques problèmes. Merci à vous.